Donc maintenant nous allons passer au jeu de questions-réponses. Et en premier lieu, donc, je donne la parole à Pascal Reynaud, votre premier rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Merci pour ce travail qui est très clair, qui était très bien écrit dans le manuscrit et qui ici a été très bien retranscrit au Parlement. Donc, merci pour votre exposé. Je vous remercie aussi de m'avoir donné la possibilité de rapporter ce travail. Ça me fait très plaisir. C'est pas le dernier. Donc maintenant, je vais vous poser quelques questions. Alors, au niveau de l'émission acoustique, j'avais quelques petits points à vous demander, notamment par exemple au niveau de l'installation que vous avez mise en place, quel est le type de capteur que vous avez utilisé? Est-ce que c'est un capteur résonant? Est-ce que c'est un capteur large bande? Est-ce que vous avez cherché à travailler dans les hautes fréquences, plutôt dans les basses fréquences? Quelle a été un petit peu votre position par rapport à ça? C'est un capteur large bande, c'est les Micro 80 donc qui ont été achetés auprès de Mistras. Et nous avons d'abord choisi un capteur large bande sans être certain de la fréquence et des événements qui allaient être générés. D'accord. Mais par contre, vous avez utilisé uniquement des descripteurs temporels pour analyser l'émission acoustique. Vous n'avez pas fait d'analyse de fréquence aussi, des signaux, des choses comme ça? Non, alors nous avons utilisé l'énergie et la fréquence des salves qui sont calculées donc, lors de l'enregistrement des données. Et après, il n'y a pas eu d'analyse plus loin sur la répartition des fréquences. Et j'avais une question aussi concernant le passage. Donc, vous avez utilisé des essais modèles. Pour avoir les signaux, comment dire, spécifiques de chacune des sources. Donc, pour une sollicitation mécanique ou thermique. Là, vous avez fait sur des petites éprouvettes. Et ensuite, vous avez vous avez fait le même type d'observation sur le dispositif in situ, donc avec des signaux qui sont différents, avec comment dire, la présence de guides d'onde en plus qui dégrade les signaux. Donc, comment vous avez pu valider le passage des essais modèles à l'essai in situ? Donc, j'ai vu que vous avez utilisé la normalisation des données. Vous pouvez me dire un petit peu plus? En fait, effectivement, dans le cas des essais modèles, on avait des échantillons qui étaient parallélépipédiques et relativement petits, donc que ce soit dans le cas des essais thermiques ou mécaniques. Et dans le cas des essais mécaniques, particulièrement, il n'y avait pas de guide d'onde. Dans le cas des essais thermiques, oui, parce que c'est le même principe, on fait les mesures dans un four et on a également besoin de protéger les capteurs. Donc il y a une similarité de mesure qui est un peu plus grande dans le cas de cet essai-là. Et dans les deux cas, en fait, on a comparé l'enregistrement dans chacun des matériaux des ondes générées par le test de Su-Nielsen, par le Casselmin. Et donc ensuite, en comparant la différence entre les Casselmin sur les échantillons in situ, enfin donc hors du foyer du four solaire, mais installés avec les guides d'onde et tout le dispositif Impact. Donc en comparant les salves enregistrées là-dessus et sur les échantillons qui étaient là, ex situ. Nous avons normalisé les essais. Donc fait le rapport entre les différences de chacun des paramètres, que ce soit en amplitude, en durée, en fréquence, etc. Vous avez supposé que les valeurs moyennes étaient les mêmes? C'est ça. C'est ça. Vous affranchissez le fait du changement de structure par cette valeur moyenne. C'est ça. C'est je sais plus si je l'ai en... non, j'ai pas les graphiques. Oui, c'est ça. Et ça joue pas sur la forme du signal, quand même. Un petit peu. Si, oui, forcément, ça va. Surtout dans le cas où on n'a pas l'emploi du guide d'onde, ça va jouer sur la forme du signal. Après, quand on a normalisé les essais, on retrouvait des valeurs moyennes qui étaient quand même bien centrées, qui permettaient de replacer l'ensemble des données. Donc, on a supposé que ça pouvait être une approximation. Par exemple, vous avez eu dans deux populations. Et finalement, les différences entre les deux populations que vous avez vues, par exemple, pour les sollicitations thermiques, vous retrouvez le même type d'écart sur oui. le disque. Oui. On retrouve aussi la population qui est associée au bruit des guides d'onde dans le cas du carbure de silicium in situ, sur le dispositif Impact. Dans le cas de l'Inconel, non, parce que celui-ci génère une activité acoustique qui est bien plus importante et qui masque celle qui peut être due à un bruit des guides d'onde. Mais sinon, dans le cas du SIC, on le retrouve. J'ai une question justement sur la localisation. Donc,
vous avez mis en place une technique qui permet de mesurer la localisation sur des disques. Et donc, deux choses, notamment vous avez une activité qui est plus importante pour l'Inconnect que pour le SIC, et notamment pour les disques d'Inconnect pour lesquels on a eu une répartition relativement dispersée de localisation. Est-ce que vous avez pu suivre l'évolution en fonction du nombre de cycles, par exemple, et voir si, comme pour le cycle, par exemple, vous avez une classification au centre qui va s'étendre, ou est-ce que c'est généralisé dès le départ? Est-ce que vous avez pu regarder ça? On commence par une activité qui est plus centralisée effectivement au centre de l'échantillon, mais assez vite on commence à avoir des événements dans le cas de l'Inconel qui apparaissent sur toute la surface du matériau et qui après se multiplient là, c'est lié au fait que la plastification, la zone plastique en fait se développe avec l'éclairement. On n'a pas ouvert. On les a pas coupés. Ça sera fait. Mais effectivement, c'est une question à laquelle il reste à apporter des réponses, mais c'est pas forcément. Oui, c'est ça. Mais c'est pas forcément uniquement la propagation de la plastification. On retrouve aussi une population qui est peut-être aussi associée à une microfissuration, donc entre la couche d'oxyde qui elle apparaît sur toute la surface et le matériau. Donc là-dessus, j'ai pas la réponse. D'accord. Et juste une question aussi par rapport à l'éclairement variable. Pour le SIC, donc est-ce que vous avez pu regarder aussi l'apparition de l'émission acoustique pendant la phase de l'éclairement? Est-ce qu'on a des signaux dès le départ ou plutôt vers la fin, ou est-ce que le temps d'apparition de l'émission acoustique à l'intérieur des cycles évolue avec le nombre de cycles? Vous avez regardé l'évolution globale en fonction du nombre de cycles d'éclairement, mais est-ce que vous avez la possibilité de pouvoir regarder plus finement l'intérieur du cycle? Oui, on a un suivi temporel qui est bien ajusté entre les cyclages et l'enregistrement des données, et on voit que dans le cycle, on enregistre surtout lors de la fermeture des obturateurs, donc quand on redescend. Donc c'est le choc thermique au moment du éclairement. Ouais. D'accord. On n'était pas surpris. C'est sensible aussi à l'amplitude pour avoir le choc thermique le plus important. C'est ça. D'accord. Et donc du coup, j'ai bien apprécié l'étude de sensibilité des paramètres. Voilà. Et du coup, finalement, pour le cycle, quel est le type de cycle qui va générer l'état de contrainte le plus complexe, c'est-à-dire le moins homogène? Est-ce que ça va être un flux moyen un peu plus élevé, des amplitudes fortes, ou les deux? Les conclusions qu'on a pour le moment, donc, entre les modélisations et les observations expérimentales, ce serait plutôt que c'est plus fortement influé par l'augmentation du flux moyen, donc même à une valeur constante, que par des variations d'amplitude sur les amplitudes qu'on a réalisées. D'accord. Et par contre, donc, on est moins sensible à la durée des éclairants. Alors que si on est sensible au flux moyen, on peut être sensible aussi à la durée des éclairements. Parce qu'on augmente en fait, le flux moyen. Oui. C'est peut-être dû au fait qu'on a étudié des durées d'éclairement qui sont assez proches et donc pas suffisamment étalées pour voir justement cette évolution-là. Il n'y a pas de baisse de température, voilà, c'est ça qu'il faut. On redescend pas à la température initiale, on reste quand même autour d'une température moyenne. De faibles oscillations de température qui ne sont pas suffisantes pour créer des chocs importants. Il y a peut-être un modèle affine. Oui. Et parce que le modèle en fait, il ne donne pas un état stationnaire atteint à la fin du éclairement. On n'est pas loin. On n'est pas loin. On n'est pas loin. On arrive en haut de la courbe qui monte comme ça. Là, on n'est pas très très loin du plateau. Mais sur le modèle. Après, en expérimental, on est un peu plus loin, je pense, parce que justement, dans les perspectives d'amélioration du modèle, on a certaines composantes qui ne sont pas prises en compte de manière totalement fidèle, dont notamment le coefficient de convection qui va jouer justement sur le profil d'évolution de la température. Oui, j'avais une petite question aussi sur l'émission acoustique. Quelle est l'influence du guide d'onde sur la forme des signaux? Est-ce que vous avez pu caractériser ça par exemple, de mettre sur le disque, carrément mettre un capteur contre le disque
un capteur à peu près derrière le bigodon et voir la différence de signaux entre les deux. Est-ce que ça joue sur la forme, plutôt sur la vitesse ou... J'ai pas comparé les formes des signaux. J'ai vérifié que l'amplitude n'était pas trop atténuée et que les paramètres étaient pas trop modifiés. Mais j'ai pas juxtaposé les signaux pour vraiment voir la forme et comment la forme est modifiée. Ça peut être... C'est dans la prochaine étude en intégrant la fonction de transfert. Ouais. D'accord. Et puis, peut-être juste une dernière question sur les matériaux en fait, dont vous avez utilisé le câble de silicium, l'Inconel. Comment se situe le câble de silicium par rapport à l'Inconel? Est-ce que c'est un bon candidat? Et est-ce qu'on peut l'améliorer encore un petit peu, notamment en jouant peut-être sur sa microstructure pour diminuer les microfissurations? Ou alors, est-ce qu'il faut abandonner ce type de matériaux et rester sur des matériaux métalliques? C'est pas question ouverte, je pense. C'est un candidat qui est plus surprenant. C'est-à-dire qu'il va avoir des capacités de tenue qui sont supérieures, mais par contre, il a des risques de rupture qui sont plus brusques et moins facilement prévisibles, surtout quand on augmente les volumes. Parce que donc, dans le cas des céramiques, on est sur des probabilités de rupture, et quand on est sur des petits échantillons, celles-ci sont plus faibles, quand on est sur des grands matériaux, c'est un peu plus compliqué. On a des expériences au laboratoire de prototypes en carbure de silicium, certains qui ont fonctionné, certains qui ont explosé, et donc petit à petit, on apprend pourquoi ils explosent et qu'est-ce qu'il faut éviter comme erreur. Non, en fait, c'est plus... Voilà, on pourrait jouer là-dessus. Sur le carbure de silicium, comme une protection. Oui. Je pense pas que ce soit la partie sensible sur le cycle, ça va vraiment être... La taille de graine ou la forme de graine. Oui. Et puis après, d'un point de vue industriel, l'assemblage aussi. Là, sur le premier essai qu'ils avaient réalisé, il avait rompu parce que il était contraint mécaniquement, et donc il a pas pu se dilater, il a pété. Donc ça, c'est un premier apprentissage qu'on a eu. Et sur le deuxième, donc la fixation était bien plus adaptée, donc avec des ressorts. Mais par contre, les deux pièces du récepteur étaient brasées entre elles, et là, a priori, bon, je porte sous contrôle de Gabriel parce que ça, c'est pas mes travaux, c'est la thèse de Cédric Leray, donc c'est pas du tout mes travaux personnellement. Mais donc du coup là, le défaut est apparu a priori à la brasure. Donc là, c'est sur la qualité d'assemblage et donc l'industrialisation du matériau qui a encore des enjeux. Sur l'Inconel, donc on va tenir des chocs plus faibles, mais l'industrialisation est un peu plus avancée. Voilà. Peut-être juste une dernière question. Le fait d'utiliser câble de silicium pour la température, donc ça va faire, on va plutôt utiliser l'air ou un gaz comme conducteur. Si on utilise de l'air, est-ce qu'on sera sensible à l'humidité compte tenu de ces températures-là? L'humidité de l'air qui passe... qui passera à l'intérieur du câble de silicium, est-ce que ça peut être un facteur de fragilisation supplémentaire? Sur la chimie du carbure de silicium, ça je sais pas exactement, mais après c'est quand même un air très chaud qui passe dans les récepteurs. Je suis pas sûre qu'il ait un contenu d'humidité critique. Même pour dégrader la surface et créer des microfissures, des choses plus Pas sûr. C'est pas c'est pas le prix. Je pense qu'à ce niveau de température, je pense que c'est négligeable. C'est négligeable. Voilà, c'est toutes les questions que je voulais vous poser. Encore merci. Merci beaucoup. Merci bien. Donc on va passer à la parole maintenant au deuxième rapporteur, Benoît Rousseau, qui va nous éclairer. Bonjour, merci Monsieur le Président. Alors d'abord, je tenais à vous féliciter pour la qualité de votre présentation, vos supports pédagogiques. Ça a été très dynamique et ça a permis d'éclairer des points qui étaient laissés en suspens par rapport aux manuscrits, donc c'est très bien. Je tenais à vous féliciter, puis je tenais aussi à remercier vos directeurs de thèse pour m'avoir invité à ce jury. Voilà, et je tiens à souligner la progression significative qui a été réalisée depuis les travaux d'Antoine Guibaud. Vous étiez rapporteur aussi. On avait plus été focalisé sur les évolutions thermiques des matériaux qui étaient
sollicité par irradiation solaire. Là, vous avez apporté une pierre supplémentaire à tout ce qui est mis en œuvre au niveau du PROMES pour mieux comprendre ce phénomène autour du vieillissement accéléré. Et je pense que votre travail est très important par rapport à la communauté du solaire concentré. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très bien. Et je vois que vous avez su mener avec brio tous ces nouveaux développements expérimentaux, aussi avec la collaboration avec le SPCTS. Alors il y a eu quelques questions qui ont été soulevées sur la partie acoustique. J'avoue que moi je suis moins spécialiste de ce domaine. Et à la lecture de votre manuscrit, j'ai eu plusieurs interrogations. Ça a été très intéressant parce que ça m'a permis d'aller chercher ailleurs ou de trouver des sources. Mais bon, je reviendrai sur quelques petites questions par rapport à certaines figures. Là, je voulais revenir déjà sur la partie matériaux. Donc, on a abordé un petit peu la nature des échantillons. Mais, donc, ces échantillons étaient fournis par qui et est-ce que vous avez une idée de leur histoire thermique préalable qui peuvent de façon gouverner la manière avec laquelle la microstructure se met en œuvre? Alors, dans le cas du carbure de silicium, ils ont été fournis par la société Boostech, donc, avec laquelle travaille et PROMES et SPCTS depuis un moment. Donc c'est du silicate alpha qui est frité à haute température. Et ils ont une continuité dans le processus de production qui conserve des propriétés constantes. Et dans le cas de l'Inconel, par contre, on l'a acheté dans le commerce, un fournisseur d'Inconel quelconque, où effectivement c'est un matériau qui est un peu plus courant. Et donc a priori, les échantillons d'Inconel ont été achetés sans traitement thermique spécifique préalable. Nous, on les a préoxydés. On les a préoxydés pour une raison thermique principalement. Parce que en fait, quand on les reçoit, ils sont brillants. Et en les oxydant donc à une température inférieure à celle d'utilisation par la suite, on parvient à obtenir une absorptivité qui est satisfaisante pour les récepteurs. Et vous n'avez pas été tenté de faire des caractérisations microstructurales avant et après chauffe pour voir comment évoluer apparaissaient d'éventuels défauts non, ça n'a pas été quelque chose de mené parce que là vous présentez par exemple une petite image maître. Oui. Non, c'est illustratif. Ouais, voilà, c'est pas lié à l'étude. Non, oui, pardon. Si, effectivement, c'est un processus c'est des mesures qui permettent de préciser les hypothèses et de répondre à ces questions-là. Et on les a pas réalisées ici. Et ça fait partie des perspectives et des choses qu'on devrait faire cette année. D'accord. J'avais un autre point concernant le code utilisé Aster, qui est un code qui est proposé par EDF sur les méthodes des éléments finis. Bon, alors dans une de vos annexes, vous donnez les lignes de code qui permettent de le mettre en œuvre. Ceci étant, au point de vue modélisation, comment vous avez abordé ça pour relier les sollicitations thermiques appliquées et à l'ensemble des contraintes et des formations qui peuvent être retrouvées? Le lien manque un petit peu, voilà, parce que ça c'est un élément important parce que de ce calcul va découler ensuite l'ensemble des indicateurs que vous allez utiliser pour un peu suivre les évolutions par fatigue, par fluage de vos différents matériaux. Oui, effectivement. Et effectivement, la valeur des indicateurs est pour le moment indicative des essais. On n'a pas vérifié, parce qu'ils se basent sur des contraintes et des déformations qui n'ont pas été mesurées pour le moment. Donc on n'a pas la validation expérimentale de ces indicateurs. Cependant, on a quand même la validation expérimentale de la partie thermique et de la partie comportement des échantillons, qui ont été caractérisés. Je n'ai pas présenté ici la partie propriété, mais qui ont été caractérisés aussi à haute température. Et le modèle, c'est un modèle qui a été développé avec Damien André, qui travaille au SPCTS. Et ça se base tout simplement, on envoie une certaine puissance qui correspond au flux solaire sur une surface. On calcule l'évolution des températures dans le matériau et en fonction des dilatations que ça engendre et des comportements préalablement définis de l'échantillon, ça permet de remonter aux déformations et aux contraintes. Et pour mettre en œuvre ce type de modèle, vous avez besoin de mailler votre volume. Est-ce que vous avez une sensibilité au maillage particulière, à la discrétisation utilisée ou...
là, un point que vous avez regardé on a juste utilisé 2 maillages différents pour la partie thermique et pour la partie mécanique. Parce que pour le calcul mécanique, je crois que c'était les maillages tétraédriques qui étaient plus adaptés et c'était l'inverse pour la partie thermique. Donc on a utilisé un maillage un peu différent et un peu plus fin pour la partie mécanique qui demandait un calcul un peu plus complexe, mais sans optimisation supplémentaire. D'accord. Alors là, je vois bien qu'à partir de cet outil, vous allez pouvoir définir les domaines liés à la résilience. Oui. La plasticité, ce que vous avez mis en démarrage de votre présentation, vous avez insisté sur cette partie-là. La question maintenant, c'est que dans votre manuscrit, vous avez donné utiliser des indicateurs. Alors, j'en cite un, Manson Confin, je ne connais pas tous très bien. Alors, comment vous êtes amené à les utiliser? Parce que ça paraît pour vous évident, ça vient de la littérature, mais pourquoi tel ou tel indicateur? Par exemple, moi, pour Manson Confin, quand j'ai commencé à regarder les différentes expressions, je n'ai pas trouvé la même que celle que vous utilisez. Oui, il y en a plusieurs. Ouais. Comment s'est fait ces choix alors, voilà, que vous pourriez dire à un non-spécialiste? Parce que on vous fait confiance, vous comptez très bien, mais alors... D'où ils viennent? Quand on voit la banque d'indicateurs qu'il y a, on ne sait pas trop où aller. En fait, c'est effectivement un choix d'indicateurs qui a été fait parmi la littérature, donc basé sur une étude de biblio qui explique, et ce depuis des années, donc c'est aussi un domaine que j'ai découvert, le comportement thermomécanique des matériaux et les critères d'endommagement qui sont définis notamment par Manson Confin et par différentes personnes. Attendez, je vais vous remettre la slide, je ne me souviens plus laquelle c'est. Et en fait, on a sélectionné une partie pour décrire le plus succinctement possible le comportement du matériau. Et pourquoi cette expression-là, en particulier de Manson Confin, c'est qu'avec l'indicateur précédent, donc celui-ci, l'indicateur de Smith, Watson, Tropper, on avait déjà une description assez complète du comportement du matériau, donc avec les amplitudes de déformation et les contraintes atteintes. Et il nous manquait juste, dans le cas de l'Inconel, l'information sur sa plastification. Donc c'est pour ça qu'on a pris la forme la plus concise, pour être juste en complément par rapport à cet indicateur de fatigue-là. Et on voulait sinon, ce que j'ai cherché à faire, c'est sinon d'en avoir au moins juste un par type de sollicitation. Et après, oui, effectivement, ça a été un choix parmi ceux disponibles dans la littérature qui est un choix en parti pris. D'accord. Il y a d'autres travaux de mécanique de céramique où on retrouve ces indicateurs comme critères d'endommagement, oui, ils sont. Alors, je crois qu'ils sont résumés la plupart dans l'étude qui est ici. Je crois que c'est sur la première, celle-ci, qui justement récapitule les critères qui sont employés et compare leurs avantages et limitations. Donc, notamment, il s'étend un peu sur l'indicateur d'endommagement global qui est lié à la fatigue, qui permet d'observer un comportement à l'endommagement un peu générique, donc qui prend en compte différents facteurs sans avoir à tous les connaître et les détailler, mais qui par contre fera moins bien la part entre des endommagements qui vont être dus à des déformations plastiques et des endommagements plus globaux qui vont restés de l'ordre du domaine élastique. D'accord. Je vais revenir alors un peu en amont, on va retourner à la page 48 de votre manuscrit. Quand vous vous intéressez au test de localisation dans le carbure, dans l'Inconel. Ouais. Alors vous donnez des courbes de dispersion. Et là j'ai eu un peu de mal à m'y retrouver parce que vous utilisez un logiciel PackShare. Et entre déjà c'est la figure 2.21 qui présente les tests de propagation en fonction de la fréquence. Donc vous avez des modes, L0, S1, S2, A0, A1, A2, qui vous permettent ensuite de déduire les tests de propagation.
il n'y a pas un petit souci là dans les gestions de procédure, parce que vous expliquez qu'en se mettant une fréquence de 280 kHz, on arrive à retrouver les vitesses de propagation. Donc c'est 4775 cm/s seconde moins 1 et 840 mètres seconde moins 1. Je vois pas comment vous faites. Là, il y a un problème parce que alors là, non, en fait, c'est sur dans ces modes de propagation, on va avoir les ondes qui vont se propager différemment, dans différents modes qui vont être antisymétriques ou symétriques. Et en fait, l'onde qui va arriver ici, celle qui va être enregistrée en premier, donc qui va gouverner les vitesses dans les matériaux, ça va être le mode symétrique. Et donc, aux fréquences correspondantes, donc qui sont liées aussi à l'épaisseur du matériau, on se place, on lit la vitesse correspondante. Je ne sais pas si c'est... Non, c'est nickel au niveau de l'explication, mais il y a juste une petite coquille dans les valeurs. Ah, ok. C'est pas... C'est-à-dire qu'il faut la noter. C'est la seule chose qui nous crée en fait là-dedans, c'est les valeurs de base de l'homologie lunaire. Oui, alors... Et on va vite dans l'explication entre le théorique. C'est super d'avoir fait cette manip entre le théorique pur et puis après on passe en pratique, mais dans la rédaction, on se perd entre ce qui est théorique et ce qui a été mesuré. Mais bon, c'est vraiment un tout petit truc à modifier, mais il y a une erreur dans les valeurs de... D'accord. Bon, il faudra que je le corrige. Moi, en tout cas, quand j'ai essayé de trouver des corrélations, je n'ai pas pu. L'explication a été fournie, il faudra regarder ça de près. La production finale du manuscrit. Désolé, pourtant il a été relu maintes fois. 10 ans après, on va pouvoir encore rediscuter de certains points. Quand vous relirez, si vous avez envie de lire votre thèse, pourquoi j'ai écrit ça, c'est pas possible. Je n'en doute pas un seul instant. Alors, je voulais revenir donc sur la réalisation là, en fait, à travers les premiers tests, la silicium, il semble très prometteur. On se dit que l'activité acoustique va être suffisante pour pouvoir mener à bien les expériences via le vent à plaque. Après, quand on passe à la réalisation concrète, il y a quand même un petit peu une déception. On n'a pas une activité acoustique suffisante pour pouvoir prédire des comportements intéressants. Alors, vous pouvez revenir un peu sur ce point. Est-ce que c'est les guidons là qui posent souci, leur adaptation aux températures En fait, c'est qu'il y a deux choses différentes. C'est que je pense que quand on simule un événement, effectivement, on le détecte très bien. Enfin, il se propage dans un matériau homogène, dans lequel l'onde se propage bien. On a une capacité de détection qui est intéressante. Mais par contre, c'est pas sur la détection, c'est surtout sur l'activité elle-même du matériau. Où en fait, on est face à une céramique qui est fragile et qui va très très peu se dégrader. On a un matériau massif et qui va présenter un endommagement très très faible sauf quand on se place dans le cas où il y a une rupture brutale et où là, effectivement, le matériau rompt. Mais en amont de cet endommagement-là, enfin de cette rupture-là, on a une évolution faible de l'endommagement. Donc c'est effectivement quelque chose qu'on suit peu parce qu'il y a peu d'activité. Alors après, c'est une technique qui reste... qui sera d'autant plus intéressante, et ça c'est pas ma spécialité, mais si on s'intéresse à des matériaux composites pour les récepteurs qui sont aussi envisagés pour les récepteurs solaires où on va avoir des composites qui vont combiner les propriétés des céramiques aux propriétés d'autres matériaux qui sont complémentaires aussi. Et là, quand on est dans un cas où il y a plusieurs phases et plusieurs une microstructure plus complexe et un endommagement qui va être plus progressif, et là on va avoir une activité acoustique qui aura lieu lors de l'endommagement. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, si, vous apportez des éléments. Parce que en fait, vous avez un banc in situ très complexe, avec des conditions d'insolation mais qui ne se retrouvent pas forcément dans un four au démarrage. Donc vous multipliez les possibilités d'erreurs ou d'écarts par rapport au cadre favorable qui nous permet de mettre en avant la critique acoustique de votre silicium initiale. Oui, mais là, c'est l'accumulé
des difficultés successives qui va faire qu'à la fin on se retrouve avec un comportement moins intéressant que prévu. Oui, après c'est aussi l'intérêt de ce dispositif, c'est de justement avoir une reproduction de conditions qui est plus complexe et plus proche de celles qui correspondent aux conditions d'utilisation des récepteurs. Et je pense vraiment que c'est que quand on génère une activité, on l'enregistre bien, mais cette activité va être faible en endommagement, dans le cas d'une céramique massive telle que le SIC. Pour revenir sur vos transparents, donc à partir de 32-33, là où vous commencez à mettre en avant les comportements hyparéniens, après... La suivante oui, la suivante s'il vous plaît, où on voit les premières corrélations, donc la 34. Avec l'écho. Oui, voilà, alors on va rester sur cette figure-là. En fait, finalement, alors, si je comprends bien, vous faites passer par 2 points une droite. 3. Il en reste un 3. Voilà, on y arrive à 3. 2 points, on y arrive souvent. Ouais. Mais est-ce que qu'est-ce qui manque là pour être quelque chose un peu plus consistant? Il manque de réaliser plus d'essais, c'est-à-dire que là, ces 3 points correspondent ici aux 3 échantillons qui constituent cette stratégie-là. Donc l'échantillon le moins endommagé qui ne voit pas d'accélération, et l'endommagement qui s'accélère en fonction de l'augmentation de la sévérité des conditions. Et là, en fait, on avait établi ici différentes stratégies et différents types d'essais pour évaluer le potentiel du dispositif et voir si on avait quelque chose qui était possible de réaliser. Mais après, si on veut faire une étude de vieillissement accéléré réelle et une étude complète, effectivement, là, il faut multiplier les essais et on ne peut pas se contenter de 3 essais. Là, ces 3 essais, ces premiers essais nous permettaient juste d'évaluer les possibilités qui étaient offertes par ce dispositif, de voir si ça vaut le coup de l'utiliser par la suite ou si c'est pas du tout adapté. Donc, on a une estimation d'un comportement, mais qui effectivement passe par 3 points. Alors, ce que vous préconisez, sous condition d'enseignement favorable pour mener les expériences à audio, enfin, ce qui est possible, largement, c'est donc encore 6 mois de travaux, parce que là, ce qu'on voit, c'est si vous arrivez à avoir une loi arrénienne qui est vraiment établie avec sûreté, vous pouvez apporter des réponses à la communauté du solaire concentré. C'est ce qu'on attend, c'est à savoir à partir de quel seuil énergétique on va vraiment pouvoir dire si un matériau va se dégrader ou va être sur l'état de ruine au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc là, pour vous, par rapport à ces premières pistes, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, c'est une question qui dépend aussi des projets futurs. Et là, en l'occurrence, ce projet-là, dans le cadre de Sphera, c'est une amélioration des installations à disposition des chercheurs de la communauté du solaire à concentration. Donc en fait, l'idée c'est d'avoir un outil qui est disponible et qui par la suite, au sein de projets, de futurs projets, puisse être utilisé pour différents matériaux et pas uniquement pour ceux que j'ai testés jusqu'à présent, où j'ai pris 2 matériaux types, un ductile, un fragile. L'idée c'est de pouvoir l'utiliser avec d'autres matériaux aussi. Il y a la suite de ce programme-là au travers de Sphera 3 qui est en train d'être rédigé. J'imagine qu'il y aura peut-être une partie aussi sur l'utilisation de ce dispositif-là pour réaliser des essais supplémentaires. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les comparer aussi avec des mesures qu'on peut faire réellement sur des récepteurs de taille industrielle ou pré-industrielle. Et ça, c'est quelque chose qu'on fera cette année. Sinon, une question un peu plus d'ordre pratique ou général. Vous avez donc collaboré entre le SPCTS et le PROMES. Comment s'est réparti votre temps sur cette thèse? Vous avez passé du temps aux deux. Aux deux, donc vous êtes entre Limoges et ODIO. Oui, c'est ça. Okay. Non, ça a été assez simple. J'ai passé la première année, à peu près, 1 ou 2 mois près. 18 mois, il me semble que c'était un peu moins. À 1 mois près, excuse-moi. D'accord. Bon, mais donc du coup, la première moitié de la thèse à Limoges, où là il y a eu toute la partie de caractérisation des matériaux, de conception des systèmes et de modélisation, de préparation de la modélisation. Et ensuite, toute la seconde partie de la thèse s'est déroulée à ODIO, où j'ai effectué les essais au foyer du four solaire
et analyser la suite des données. Je vais en finir avec mes questions, mais en tout cas là, par rapport à votre bilocalisation puis à votre félicité, parce que c'est pas évident hein, quand on arrive d'un site universitaire donné il faut être efficace quand on arrive ensuite dans l'autre laboratoire où se met la coopération. Donc, je vois que vous avez bien su mener les différents temps, vous avez bien su gérer. Et je tenais à vous féliciter pour ce nouvel apport, encore une fois, que vous permettez à la communauté du solaire concentré. Je crois que le promesse peut s'enorgueillir d'avoir un outil qui va nous permettre d'être très efficace et incontournable dans cette thématique pour les années à venir. Voilà. Merci beaucoup. Merci bien, Benoît. Donc, je vais prendre la parole. Et d'abord, je voudrais remercier vos deux directeurs de m'avoir invité à ce travail. Moi, je trouve que ce travail, il est passionnant. L'exposé est très clair. Il est très complémentaire d'ailleurs de la thèse qui, par nature, le mémoire est quand même beaucoup plus fouillé. Donc, je dirais sa lecture nécessite beaucoup de concentration. Et là, on a un éclairage tout à fait synthétique et intéressant. Alors moi, je trouve que votre travail est vraiment superbe pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une recherche innovante. Elle est à la croisée des chemins entre matériaux, instrumentation, haute température, solaire bien sûr, mais thermomécanique, traitement des données, statistiques. Donc ça fait beaucoup de choses. Et donc il est clair qu'à partir de là, certains aspects ont été plus développés et d'autres peut-être un peu moins. J'y reviendrai tout à l'heure. Moi j'ai trouvé aussi que votre travail était très rigoureux. Et puis il s'appuie sur le fondamental, ça c'est bien, mais quand même pour des choses qui sont très techniques, voire technologiques, avec un enjeu qui est majeur. Donc félicitations. Alors j'en viens un peu à quelques questions et quelques remarques. Moi, ma première démarche, lorsqu'effectivement j'aborde des problèmes qui sont des problèmes d'enjeux de société, c'est en quelque sorte prendre connaissance du sujet et donc aller voir. Et notamment, si j'ai bien compris, les centrales à Tours existent, hein, vous en avez cité d'ailleurs dans votre manuscrit, et puis vous avez même fait état d'endommagement sur des prototypes qui étaient rompus lors de leur fonctionnement. Et donc ma question c'est, est-ce que vous avez eu l'occasion de faire une expertise de ces récepteurs, qui sont peut-être tubulaires, et qu'est-ce qu'on a pu y voir en termes de sollicitation de matériaux et de durée de vie? J'ai pas eu l'occasion d'avoir accès à d'étudier des récepteurs qui ont été utilisés dans des centrales réellement. D'accord. Donc il y a une étude qui est très complète et qui est disponible sur une des premières centrales à Tours qui a été réalisée, donc sur SolarOne, je crois, aux États-Unis par Sandia, et où là il y a une description très très détaillée de tous des conditions auxquelles la centrale a été soumise et de l'ensemble des dégradations que les matériaux ont subies. C'était un tout petit peu différent parce que là il s'agissait donc de deux tubes en acier, revêtu d'une peinture noire, d'une couche de pyromarque, d'une peinture noire qui tient aux températures. Et donc là, ils font état des dégradations qu'ils ont observées, et notamment, ils avaient des problèmes donc, de délamination de la peinture et de corrosion par les sels fondus à l'intérieur du récepteur. Et donc ça, c'est des dégradations qui sont spécifiques, qu'on ne va pas retrouver quand on utilise de l'air ou un matériau massif. Donc il y a ce travail-là qui décrit très précisément, et sinon en accès à des matériaux après fonctionnement de récepteurs, à part ceux utilisés à promesse sur le site. On voit bien, et je suis très agréablement surpris de faire de signaler l'originalité, la nouveauté de ce sujet. La question que vous posez est très pertinente sur la possibilité de comparer avec des réelles installations. Mais il faut dire que aussi bien son sujet très novateur, aussi bien l'utilisation des vrais récepteurs, en particulier céramiques, ce que je connais le mieux, nous au laboratoire, à Odeio, pratiquement à quelques mois de différence par rapport à ces travaux, on vient de
finir une campagne, un travail aussi très important sur un vrai récepteur céramique. Alors, déjà matériellement, côté temporel, si on peut parler très vite, il n'a pas eu cette occasion-là de comparer. Et d'autre part, son objectif était, qui est d'ailleurs atteint, de voir si cette technique qui a été mise en évidence par nos collègues de Limoges, on pouvait l'adapter dans des conditions beaucoup plus complexes, extrêmes, au niveau des matériaux utilisés dans les récepteurs solaires. Donc, je pense que les interrogations que vous posez, ben, ils pourront trouver une réponse, je dirais, malheureusement pas dans les mois à venir, les industriels ne mettent pas ça, mais je dirais dans les années à venir. C'est un domaine très délicat, difficile, et aussi bien la réalisation des grands récepteurs céramiques comme la poursuite des travaux dont on assiste aujourd'hui n'est pas facile. C'est tout à fait... On est dans la marche des choses tout à fait nouvelles. Il n'y a pas de travaux, ce qui fait aussi la qualité de ce qu'il a fait. Il n'y a aucun travaux. Dans le domaine du solaire, Promesse, la France, encore une fois, Puerto Rico, on est les premiers à développer cette approche d'investigation, de caractérisation. La prochaine étape sera de l'appliquer à un vrai récepteur. Mais il y a 3 ans, on ne savait pas si ça allait marcher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours comme ça que ça se passe. Là, ça marche. Oui, ça marche. Ça marche. Alors, moi, ma deuxième question, donc vous avez identifié 2 types de grandes familles de contraintes. Donc, des contraintes que je qualifierais un peu de fatigue thermique et puis de fluage. Et à partir de là, vous avez défini des indicateurs avec leur pertinence. Moi, il y a une contrainte que vous avez, alors, dont on a parlé d'ailleurs, mais qui ne m'apparaît pas comme ayant été spécifiquement identifiée, pour laquelle les indicateurs ne sont pas tout à fait les mêmes, c'est ce que j'appelle le choc thermique. Alors, qui peut être un choc thermique brutal ou atténué. Alors, vous en avez fait un petit peu état d'ailleurs au tout début de votre manuscrit, et puis finalement après ça n'apparaît pas, donc pourquoi? Effectivement, alors après c'est quelque chose qui va être plus caractérisé par les amplitudes de contraintes que de déformation. Donc c'est... alors je me souviens plus de la... S'il y a un indicateur qui pourrait s'en rapprocher, ce serait du comportement face à ces chocs, ce serait éventuellement celui-ci qui prend en compte les contraintes vues par le matériau. Effectivement, on est un peu plus loin du comportement au choc. C'est quelque chose qui dépend aussi des conditions et des conditions de sollicitation et des caractéristiques, des propriétés du matériau, ici. Et on ne l'a pas détaillé plus. Voilà, enfin, je ne sais pas si je réponds à vos questions. Alors, ça m'amène d'ailleurs un peu au point suivant, c'est-à-dire qu'a déjà été évoqué par mes collègues, c'est clair que votre sujet il est compliqué parce qu'il y a le matériau, il y a les sollicitations extérieures, et puis il y a également, je dirais, les conditions limites. C'est-à-dire que vous avez fait un choix qui est à la fois tout à fait justifié de dire que dans ma situation, mon matériau est libre de se dilater. Ce n'est pas tout à fait le cas dans une installation industrielle. Alors déjà, pour revenir aux matériaux, donc il y a 2 matériaux mais radicalement différents, et vous l'avez bien montré. Donc le site qui pourrait effectivement subir plus facilement des problèmes de choc thermique. Alors, vous m'avez parlé d'un site matrice agrégat, donc ça me fait penser plus à ce que j'appelle les matériaux réfractaires que je connais un petit peu. Et en même temps, j'ai le sentiment que votre site c'est plutôt un site dense, donc il y a un très haut module, des très hautes résistances mécaniques, et justement qui sera, et vous l'avez dit, je dirais, très apte à résister finalement à des sollicitations.
jusqu'à un certain point. Et si effectivement ces sollicitations se produisent, ça va conduire vraiment à l'initiation et puis ensuite à la propagation de fissures. D'où un peu mon interrogation, c'est de me dire en termes de matériaux, est-ce qu'il n'y aurait pas toute une réflexion à mener? Faut-il un cycle dense à haut module qui sera très conducteur de la chaleur, donc ça c'est très très bien, ou faut-il plutôt avoir un cycle peut-être un peu moins dense, avec des propriétés mécaniques plus faibles, alors je ne dirais pas dégradées, plus faibles, dont les interfaces notamment, et là il y a vraiment matrice et grain, peuvent être réelles, et conduisant finalement peut-être à une meilleure résistance à ce que j'appelle la fatigue thermique. Oui, effectivement, il y a d'autres types d'études sur les récepteurs, sur les matériaux pour récepteurs, qui vont considérer d'autres types de céramique. Il y a des recherches qui sont faites là-dessus au laboratoire, dans une autre équipe à Odeyo aussi, et qui vont se pencher sur des propriétés qui évoluent en fonction des sollicitations. Et oui, effectivement, c'est le risque un peu, le pari qu'on prend quand on utilise le carbure de silicium, c'est de se dire que c'est un matériau qui tient très très haut face aux contraintes. Et après, effectivement, à l'intérieur, il va y avoir, malgré sa conception la plus idéale possible, il va y avoir quelques petites inclusions, quelques imperfections qui risquent de concentrer des contraintes et d'amener une rupture. Est-ce qu'il faut faire le pari de ce matériau dense ou d'un matériau un peu moins high-tech et plus résistant? Je pense que c'est pas à moi de faire le choix. L'idée, c'est d'apporter des outils qui les comparent, et ensuite aux développeurs et aux scientifiques qui conçoivent réellement les récepteurs de faire ce choix-là. Compte tenu du travail effectué, c'est clair que tout ne peut pas être pris en compte. Moi, ça me semble un aspect important. C'est vrai également sur les alliages de nickel, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, donc ces alliages pouvaient être intéressants à plus basse température, avec un relais sur le caveau de silicium. Les alliages de nickel ont quand même beaucoup évolué maintenant. On arrive quand même à des alliages qui supportent des plus hautes températures. Et puis quand on parle effectivement d'alliage de nickel, c'est tout un domaine, puisque ça prend en compte la taille des grains qui vont dépendre du fluage, les joints de grains avec les carbures, les précipitations de phase gamma-prix, gamma-seconde. Et je dirais que tout ça peut conduire effectivement à des comportements complètement différents. Et je pense qu'il y a vraiment une réflexion à mener à ce niveau qui effectivement dépasse un petit peu le cadre de votre thèse. Oui, effectivement, là on a pris un inconel commercial parmi d'autres. On a constaté qu'il se maintenait tout de même jusqu'à des températures de 1000 degrés, ce qui est intéressant. Et effectivement, entre je crois que c'est 750 ou 800 et 1000 degrés, il y a des précipitations de phase gamma qui ont lieu. C'est pas forcément gênant si les capacités du matériau restent suffisamment satisfaisantes. Alors, moi, quand j'ai commencé à lire ce travail, je ne sais pas pourquoi, j'avais plutôt en tête que l'idée, c'était d'être capable, à terme, à long terme, d'être capable d'implanter finalement cette technique sur une installation industrielle. Et donc, à partir de là, ça a un rôle tout à fait intéressant en termes de maintenance préventive. Et on peut détecter au cours de la vie l'apparition d'endommagements. Et donc, peut-être même à terme être capable de prévoir des arrêts ou des réparations ou des conditions finalement d'utilisation qui permettent de soulager le matériau et d'éviter qu'il s'endommage trop rapidement, puisque les enjeux sont importants, si je suis bien noté, c'est 10 ans. Alors, ce que vous avez fait est entre les deux, c'est-à-dire que votre montage est libre de dilatation, qu'on est dans des conditions qui sont des prototypes quand même encore de laboratoire. Donc, pour pouvoir passer à un mode industriel d'implantation industrielle, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et donc, est-ce que vous pouvez me préciser, si c'est possible, et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Oui, alors effectivement, j'ai évoqué la possibilité de maintenance préventive. Je ne retrouvais plus.
assez rapidement ici, là, et où effectivement, ce qui est intéressant avec le fait d'étudier ces matériaux, alors là on est dans une phase, comme vous le disiez, en amont, en laboratoire, où on va pouvoir comparer les comportements de ces matériaux face aux mêmes sollicitations, mais on obtient également des données qui pourraient être exploitées par la suite. Ces données acoustiques, donc on va voir des apparitions d'endommagement qui vont être caractérisées par différentes populations, et si on est capable de retrouver, donc en enregistrant en temps réel sur un récepteur industriel, ces populations qui ont été définies, on peut opérer une maintenance préventive en reconnaissant un type ou un niveau d'évolution d'une catégorie qui devient critique pour le récepteur. C'est effectivement un intérêt majeur de la technique. Pour ça, il y a un grand changement d'échelle à effectuer. On est sur des petits échantillons. Les récepteurs taille réelle sont des tubes qui sont beaucoup plus grands. Pour le moment, le premier petit pas qu'on souhaite faire déjà, c'est grâce aux autres équipes de recherche qui sont au laboratoire Audio et qui eux testent des récepteurs de taille pré-industrielle, c'est d'aller écouter ce qui se passe sur ces récepteurs-là, voir si on retrouve des types de salves qui peuvent être assimilés ou comparés à celles enregistrées sur les échantillons avec notre dispositif taille laboratoire. Et donc, si on est capable de retrouver ces différentes populations dans les conditions pré-industrielles et laboratoires, ça permettrait d'établir un premier lien pour extrapoler la technique en surveillance par la suite. D'accord. Quitte à ce que l'information obtenue soit dégradée, c'est-à-dire on n'a pas besoin dans ce cas-là d'avoir trop de données, mais quelques paramètres pertinents. Oui. Des données, d'autres données, mais qui permettent d'avoir des renseignements plus pertinents, d'autres données, comme la fonction de transfert. Voilà. Alors, je prends beaucoup de choses, mais je ne vais non plus pas forcément toutes les citer. Les techniques d'ondes acoustiques, si j'ai bien compris, sont vous générez des ondes essentiellement de surface. Alors, même une onde à l'intérieur du volume du matériau va se propager au sein du matériau et va également générer des ondes de surface qui sont celles qui vont être enregistrées. Voilà, donc ça, j'ai bien compris. C'est sphérique au début et après quand ça atteint la surface, ça passe. Ok. Or, d'un point de vue, je dirais, mécanique, finalement, compte tenu un petit peu de la complexité des sollicitations, l'initiation ou l'endommagement ne se produit pas forcément en surface, même si ça peut être effectivement un lieu privilégié. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas, à travers vos techniques, un risque de mettre plus en évidence ce qui se passe en surface que ce qui peut se passer au cœur du matériau, générant des défauts qui peuvent être, ou des fissurations qui peuvent être majeures? Alors, on va enregistrer les salves qui vont être générées à l'intérieur du matériau, puisque c'est justement en apparaissant au cœur du matériau, lorsqu'elles vont se propager au sein de celui-ci, et lorsqu'elles vont arriver en surface, celles-ci on va les détecter. Donc on va détecter aussi bien les événements en surface que les événements dans le cœur du matériau. Et on est sur des épaisseurs qui sont assez faibles, donc a priori, on détecte bien tout ce qui se passe à l'intérieur. D'accord, ok. On part du principe que tout est à l'intérieur. La surface, elle est là que pour récupérer l'onde, en fin de compte. Mais encore faut-il éventuellement ouvrir pour voir où est positionné réellement le problème. D'accord. Alors, vous m'avez montré un transparent qui m'a beaucoup plu. Je ne sais plus, où effectivement on voit donc, la propagation de la fissure du carbure de silicium. Ça doit être transparent 27. Moi ça m'a beaucoup plu parce qu'on met en relation directement donc l'observation macroscopique de l'endommagement et surtout les fissures avec effectivement des événements acoustiques. Est-ce que vous êtes maintenant capable, à partir de ces informations, de savoir où a été initié l'endommagement et de suivre un peu l'historique du chemin de la fissure? Sur ce matériau, c'est allé assez vite. Donc on voit un chemin mais qui est assez rapide. Et effectivement, les premières salves sont apparues ici, là, dans cette zone où
on voit un morceau d'échantillon qui manque et on voit plusieurs chemins de fissure qui semblent partir. Et en fait, ce que je ne vous ai pas précisé, pour être tout à fait honnête sur cette rupture, c'est que ça s'est réalisé dans des conditions qui n'ont pas été maîtrisées. C'est pour ça que l'échantillon a rompu. En fait, on a eu un souci de mesure où, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous voyez qu'au-dessus de l'échantillon, il y a un kaléidoscope refroidi qui est positionné. Et en fait, sur cet essai-là, il y avait eu une mauvaise position de l'échantillon. Et notamment, donc en faisant les tests au début de l'essai pour vérifier la position des localisations avec les cassés de mine, les tests de Sunisen, une mine de crayon s'était glissée entre le kaléidoscope qui affleure la surface et l'échantillon. Et donc en fait, en ayant une conduction au travers de cette mine de graphite, on a fait un point froid à la surface de l'échantillon qui a concentré les contraintes et la rupture est partie de là. Donc on n'a pas, pour établir de manière scientifique d'où est partie la rupture, il faudrait l'observer plus finement et voir on peut observer des départs de fissures. Mais on a déjà une bonne indication en ayant connaissance de notre erreur d'installation. Oui, et puis ça vous montre ici que ce matériau, effectivement, à partir du moment où on commence à l'initier à défaut, ça va très très vite. Ouais. Ça va très très vite. Ouais. En montant en température, là, on est monté jusqu'à, donc c'est pas sur ce graphique, mais on est monté jusqu'à 750 degrés Celsius à peu près en surface, ce qui est normalement une température à laquelle le matériau tient sans problème. Donc oui, c'est vraiment une concentration. On a des événements localisés quand même bien avant la rupture. Là, hein. Oui. Donc on peut quand même se douter que de l'endroit où ça commence à être. Je pense que là, il y a effectivement une vraie source d'intérêt et d'information. Oui. Mais là, il faut se dépêcher d'arrêter avant de... Là, après, c'est pas localisé. Voilà. Et ma dernière remarque ou questionnement, je pense qu'il y a vraiment tout un travail à faire pour établir vraiment des relations entre mesure de l'endommagement et puis, je dirais, identification des mécanismes. Et c'est vrai que dans ce domaine, donc vous avez apporté des hypothèses. Je pense que ces hypothèses mériteraient d'être très fortement enrichies, parce qu'au niveau des matériaux, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc vous avez proposé des méthodes, notamment diffraction des rayons X et même. Je pense, mais vous avez sans doute des idées, que dans le choix des méthodes qui permettent effectivement de bien caractériser l'endommagement, il y a sûrement beaucoup à faire. J'en doute pas, effectivement. Je serais ravie d'en discuter si vous avez d'autres éléments aussi. Merci bien, félicitations. Donc, merci beaucoup. Maintenant, je vais donner la parole à M. Alain Proust, qui va nous donner son éclairage plus industriel. Merci. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité, parce que ça a été un vrai plaisir de travailler avec Yasmine. Toujours une grande dose d'optimisme et d'énergie quand on la rencontre. Moi j'ai lu attentivement le manuscrit, effectivement principalement côté émission acoustique mais pas que. Effectivement j'y ai trouvé une toute petite coquille, ça on n'en parlera pas, parce que je suis intervenu parce que c'est vraiment anecdotique, mais il y a une vraie démarche, je dirais instrumentale là-dedans. Il y a une explication qui est des fois un peu trop synthétique, notamment sur ces propagations-là, mais qui pourrait quasiment être le début d'un manuel d'émission acoustique. Donc ça, c'est extrêmement bien. Il y a une localisation haute température avec des guidons dans 2 dimensions. On peut toujours chercher dans la bibliographie où est-ce qu'il y en a d'autres, il n'y en a pas beaucoup. C'est les problèmes technologiques qu'il faut surmonter pour arriver là. Donc il y a vraiment un travail qui est très bien documenté, avec tout ce qui est calcul d'erreur, mesure d'erreur sur la position. Donc un vrai travail expérimental où il n'y a pas grand-chose à dire sur ces choses-là. Et puis on rentre dans un traitement du signal, je dirais, qui est toujours un petit peu le centre des discussions sur les travaux d'émission acoustique, qui souvent provoquent des discussions stériles, parce que moi j'aurais préféré être algorithme et puis moi j'aurais travaillé sur autre chose. Et là, Yasmine, elle a réussi à clouer le bec un petit peu à tout ça, et on ne va pas en parler du traitement numérique, parce que, en fait, on arrive sur quelque chose un petit peu boîte noire au niveau du traitement, sur des réseaux de neurones, sur un certain nombre de choses comme ça, mais ce qui est important, c'est que le travail expérimental valide
les partitions des clusters qu'on a pu faire, et là c'est le cas. Donc c'est bien parce que toute cette partie-là qui est expliquée de manière très clairement, on n'a pas besoin de la discuter, j'aurais pas fait comme ça moi, mais ce qui n'est pas important, c'est qu'on obtient un résultat qui est validé au niveau de la partition. Donc la méthode disparaît quelque part vis-à-vis des résultats. Donc ça c'est super bien. Voilà, je dis plus pour rien. Et ça permet de clore le sujet du traitement du signal. Effectivement, il y a question qu'avait posée Pascal sur le type de capteur qui va être important. Alors, c'est pas noter la marque qui est important, mais c'est dire le choix de fréquence. Parce que c'est lui qui est important de voir, parce que c'est cette choix de fréquence qui détermine tout un tas de caractéristiques du signal, de facilité ou pas à passer à travers une onde. Et donc ça, effectivement, ça me manque un petit peu. Vraiment un petit peu pour dire, je passe dans telle fréquence qui va justifier un certain nombre de choix techno qui sont marqués. Donc effectivement, dans le manuscrit, c'est vraiment un manuel d'émission acoustique, il manque 2-3 petits trucs comme ça, qui est notamment le gain de fréquence du capteur. Il y a un travail de normalisation de paramètres que j'ai retrouvé, je dirais uniquement chez Pologne, qui date de 1965, sur une normalisation de passer d'une manip à l'autre. Donc ça c'est extrêmement intéressant, alors qu'il n'y a aucune vidéo là-dessus. Ça j'étais assez surpris et bien agréablement surpris d'en retrouver. Et puis, alors il y a une question sur pourquoi si peu d'événements par rapport au nombre de salles. Il y a une petite différence, c'est qu'un événement, ça donne un certain nombre de salles, et on a 6 capteurs. Donc au minimum, on ne peut pas avoir plus de 6 fois moins d'événements par rapport au nombre de salles. Il faut éluder des réponses, c'est pas uniquement la seule. Mais travailler sur un matériau fragile et travailler sur une fissuration sous-critique, c'est pas si simple. Donc, effectivement, ce résultat est intéressant, et je suis encore plus surpris de dire qu'une ligne de crayon qui a pu amorcer une concentration de contrainte qui nous donne une fissuration sous-critique, ça peut être un truc pour faciliter effectivement l'apparition des fissurations sous-critiques et des suivre. Sur échantillon par expérience, c'est difficile de produire une fissuration sous-critique, je pense que Pascal ne le montrera pas. Ça l'est peut-être un peu moins sur structure. Effectivement, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment on pourrait passer sur structure pour produire plus facilement ces fissurations sous-critiques et les suivre un petit peu plus longtemps. Moi j'avais une question sur, je reviens sur mon principe métallurgique, sur la taille du grain. Est-ce que la taille du grain? Non, je la connais pas. La taille du grain, je la connais pas. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va pouvoir aussi peut-être enlever certains points d'interrogation sur les mécanismes. Alors c'est bien de les avoir mis, les points d'interrogation, oui. Parce qu'on se fie à un certain nombre de travail de bio, mais il y a aussi une réflexion à ce niveau-là. J'ai un petit peu de mal sur les montées de dislocation avec la CUD, des signaux un petit peu plus puissants que le reste. C'est pas mon explication favorite. C'est pour ça que la taille du grain peut être intéressante, parce qu'elle va donner en fait l'énergie potentielle d'un mouvement de dislocation. Et dans la plupart des superosténétiques, on se rend compte qu'une dislocation seule qui bouge dans la taille du grain ne suffit pas à faire un signal d'émission acoustique. Donc c'est souvent des mouvements coopératifs de dislocation. Voilà un petit peu la réflexion qu'il faudrait pousser sur cette évaluation. Mais sans études métallurgiques, je pense qu'on ne peut pas aller plus loin dans l'interrogation. Non, c'est sûr. Après, c'est des événements qui avaient été aussi identifiés dans d'autres études sur l'inconel, dans des conditions plus importantes en contrainte, je crois, et moins importantes en température. Et il me semblait qu'ils distinguaient les deux. Sur les montées de dislocation pour les cunions. Il me semblait, oui. Ils avaient ouvert. Je retrouvais le. Oui. Enfin, oui, c'était du coup une étude vraiment spécifique. Vous avez fait ça soumettre matériaux. Pour voir les dislocations montées, non? Oui, non, ça je sais pas. Honnêtement, je me souviens plus. Donc, à vérifier. Oui. Préoxydation, c'est vachement important. Avec un échantillon préoxydé, on n'a pas le même comportement qu'un échantillon sans. C'est sûr. Pour les essais mécaniques, il n'y a pas forcément de préoxydation. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la sensibilité d'un dispositif comme ça? La sensibilité pour l'acquisition des ondes?
pour avoir pour avoir des ondes qui sont plus mieux captées et plus. Par exemple, parce que c'est une des questions qui apparaît. Ouais. Alors pour pouvoir mieux localiser ou juste parce qu'en fait les ondes on enregistre quand même des. La localisation on est un peu au taquet. Hein, beaucoup. Une précision supérieure à ça avec les gammes de fréquences qu'on a disponibles sur les endommagements, je ne vais pas aller loin, mais en termes de sensibilité. Sur l'acquisition, je reviendrai sur ce que vous abordiez au début par rapport au capteur. On a pris au début un large band, là on se rend compte qu'on est centré autour d'une certaine plage de fréquence. On pourrait prendre un capteur plus sélectif qui serait plus sensible dans cette bande de fréquence-là. Et après, pour avoir je sais pas, j'ai pas réfléchi à l'ensemble des paramètres qu'on pourrait optimiser. Moi, j'ai pas beaucoup de questions en plus parce que j'ai participé avec grand plaisir en fait à ce travail. Mais bon, franchement, le manuscrit, je ne peux pas dire ma édition acoustique, mais ça commençait à s'en faire. Félicitations. Merci beaucoup. Merci bien. Donc la parole revient maintenant à Marc Huget, donc de Lyon. Bon, je ne vais pas avoir beaucoup de questions parce que ça me permet de discuter pour le travail, peut-être moins sur la partie mission acoustique. Bon, en fait, je voulais féliciter, remercier en fait, les gens de Promesse d'abord de nous avoir permis de participer à ce programme qui nous a permis de coopérer et d'aboutir à une étude qui a beaucoup de matière à la fin. Moi, j'étais ravi de travailler dans ce contexte-là. Vous avez démontré l'aptitude de l'émission acoustique à aboutir à une étude finalement très construite. Tout le monde est ravi. Il y a une deuxième partie que vous avez évoquée qui laisse aussi d'autres perspectives intéressantes. On a bien compris le contexte solaire, mais j'insiste aussi sur le fait que ça peut faire de la caractérisation de matériaux et faire du comparatif de comportement de matériaux au-delà du solaire. D'ailleurs, il y a des gens en Allemagne qui développent des outils analogues qui ont certaines similitudes avec ce montage-là, pour d'autres applications qui concernent la thermomécanique. Donc, quelque part, ça peut servir à toute une communauté pour le solaire, mais pas que. Pas que. On a parlé de la transposition échelle laboratoire, parce que là, on est passé à un échantillon en 2D. Bon, c'est déjà plus compliqué que ce qu'on fait habituellement avec des systèmes d'échantillons d'info, par exemple. C'est une étape un peu intermédiaire par rapport effectivement à les faire de l'instrumentation sur des pièces réelles, Jacques en a un peu parlé tout à l'heure. Donc il y a des choses qui vont peut-être être tentées du côté des récepteurs solaires, mais je pense qu'il y a aussi des choses, moi j'ai des discussions avec des industriels qui sont aussi intéressés pour faire la transposition de cette échelle hybride entre l'échelle labo et l'échelle pièce réelle, parce que la thermomécanique c'est quand même assez compliqué d'arriver à discriminer des matériaux et à faire des choix. Donc c'est des choses qui vous avez posé une première pierre très bien construite avec des bonnes bases et donc je pense que le mur va continuer à se construire au fil des années, à la fois ici et puis chez nous par rapport à nos problématiques. De point de vue personnel, j'ai été vraiment ravi de travailler avec vous. On voit bien le résultat, le document magnifiquement écrit, une présentation pédagogique qui laisse présager de bonnes aptitudes par rapport à votre ambition future. Ça me paraît assez net. D'autant plus que être étudiant en thèse dans un environnement très hétéroclite, il y a beaucoup de personnes avec des sensibilités différentes. Alors c'est très riche, mais il faut aussi être capable de faire la synthèse des idées des uns et des autres, de capter, de ne pas trop s'en aller dans des branches très diverses. Et vous avez su manager ça. Franchement, chapeau. Bon, mais c'est aussi grâce à votre énergie folle. Hein. On en a parlé tout à l'heure. Enfin, c'est vrai qu'au contact, on a envie de se défoncer. C'est fantastique. Donc, en plus, ça devient assez rare quand même de faire des thèses où il y a un développement expérimental fort. Partir de zéro, la feuille de papier est blanche, ça devient très rare. C'était des thèses comme ça, on a envoyé il y a 20 ou 30 ans, mais ça devient extrêmement rare. Et vous avez été capable de partir feuille blanche et de tirer profit des différentes compétences des uns et des autres,
et puis d'aller à un état d'aboutissement d'analyse qui est quand même assez exceptionnel. Quand même. Parce que généralement, quand on fait des développements expérimentaux, souvent la partie analyse forcément est plus tendue dans le temps. Et franchement, chapeau. Quoi. Bon, voilà. Bon, alors après, je vais pas trop m'étendre, j'aurais quelques questions, mais c'est vrai que j'ai aussi j'ai un peu découvert la partie analyse de sensibilité, stratégie expérimentale. Franchement, c'est bien aussi. Enfin, ça permet de dégager des pistes et de finalement aller un peu à l'essentiel dans le choix des essais qui ont été faits. Après, on reste un peu frustré effectivement par rapport à l'aspect comportement matériaux, définition des indicateurs. Par rapport au comportement, loi de comportement, bon, vous avez mis des indicateurs du fluage, mais c'est du fluage normalement dans des conditions, enfin c'est l'epsilon point dans des conditions de sollicitation constante. On se demande où est-ce que vous allez pêcher votre epsilon point. Bon, mais bon, c'est pareil, par rapport à tout ce que vous avez fait, on ne peut pas aller loin. Mais sur la photo, vous pouvez peut-être la remettre, où on voit le gonflement central. Moi, ça m'interpelle, je n'arrive pas bien à comprendre au dépassement des dislocations et finalement ce gonflement, cette partie centrale par rapport à l'histoire vécue à la fois sur la face chauffée et la face refroidie. Comment ça se fait que ça gonfle des deux côtés? Comment vous pourriez expliquer ça? Alors, on a effectivement ce gonflement sur la ligne centrale qui est majoritairement visible sur la face qui a été insolée. On voit de l'autre côté quand même, vous avez des figures en oui, il y en a sur celui-ci, sur cette échantillon-là, il y en a effectivement, celui-là, non, sur celui-ci, il y en a effectivement un léger gonflement de l'autre côté aussi. C'est qu'on a vraiment des gradients de température qui sont importants entre les bords de l'échantillon et le centre. On va avoir un centre qui va être très chaud, enfin à température beaucoup plus importante, et les bords qui vont être à une température beaucoup plus froide et qui vont moins se dilater, et donc et qui vont compresser un peu le centre du matériau. Ouais, mais donc finalement c'est une dédensification locale liée à la... Enfin, pourquoi ça gonfle au milieu? Enfin, j'ai un peu de mal à intégrer physiquement la physique du matériau qui fait qu'il gonfle. Parce que comme on le contraint sur les côtés thermiquement, la dilatation qu'il ne va pas pouvoir faire latéralement. Oui, alors au moment de la chauffe, mais après il y a des alternances thermiques qui vont s'opérer. Et donc ça veut dire que la partie centrale a donc une densité qui est moindre à la fin. On va avoir des refroidissements qui vont avoir des vitesses différentes entre le centre et le côté. Pas bon, moi je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci Marc. Donc après Limoges, Perpignan. Donc Bernard Claudet, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Bon, et moi et Yasmine, je vais essentiellement me limiter à des éloges. J'ai fait ta connaissance en septembre 2013, je crois, lorsque Gabriel, Olivier et moi, nous cherchions quelqu'un pour succéder à Antoine Boubeau sur le projet Cartus. Ce projet qui t'a permis en fait de t'initier à ce qui fait ta raison de vivre jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, le vieillissement donc, des matériaux pour récepteurs solaires. Et je dois dire que depuis ce jour, tu m'as constamment impressionné par ta motivation, ton sérieux, tes compétences, ta capacité de travail, etc. Il faut rajouter à ça des qualités humaines exceptionnelles, une bonne humeur permanente qui font que tu es d'une excellente compagnie, aussi bien dans une salle de manip ou de réunion que dans un pub à discuter musique et littérature autour d'une bonne peintre. Aujourd'hui, tu n'as pas dérogé à ta réputation. Tu nous as fait une présentation qui, à mon avis, frôle la perfection. Tu as réussi à franchir tous les petits écueils qui coinçaient un peu au niveau des répétitions. Donc là, moi, j'ai trouvé ça parfait. Tu as soigné le fond et la forme, on va dire, pour nous exposer l'essentiel du super boulot que tu as fourni pendant tes 3 années de thèse. Alors bon, comme quand il n'y a que des compliments, ça devient suspect, donc je pourrais apporter une petite note négative en parlant du côté têtu de ton caractère.
mais je pense que l'un de tes directeurs s'en chargera, peut-être même les deux, donc je leur laisserai ce soin. C'est plaisir. Je leur tends la perche. Donc bon, moi j'ai pas vraiment non plus de questions, puisque même si j'avais pas de statut officiel dans ton encadrement, j'ai quand même suivi tes travaux depuis le début. Je voulais te demander alors 2 petites précisions concernant les nombreuses perspectives que tu as ouvertes à la fin de ta présentation, mais le président m'en a appliqué une. Moralité, il vaut mieux laisser le président en conclure. Je voulais juste parler du facteur d'échelle, mais ça tu as déjà répondu là-dessus. Par contre, au niveau de ton code de calcul, là aussi tu as tout à l'heure, parce que tu dis qu'il y a des améliorations qui sont possibles. Alors tu as parlé donc de la prise en compte du coefficient d'échange. Mais est-ce que tu as d'autres pistes là-dessus, disant en quoi est-ce qu'il peut être optimisé ton code et comment tu envisages de l'optimiser? Alors sur la partie calcul et vraiment comportement physique du code, il y a principalement cette histoire du coefficient de convection qui est considéré comme une valeur constante autour de l'échantillon, donc ce qui est une grosse approximation qui colle à peu près quand on est en régime permanent, mais qui dans l'établissement du régime laisse à désirer. Et ensuite, il y a, donc toujours d'un point de vue physique, il y a également le comportement de l'inconel qui est sur la partie, lorsqu'on dépasse la limite élastique, c'est un comportement qui est approximé par des tendances. Il pourrait être un peu mieux décrit. Ça, c'est sur la partie physique du code. Et après, sur la partie utilisation, moi, là où j'ai pas été très très loin dans les détails, c'est sur la récupération des données, l'exploitation et le fait de faire tourner ce code aussi de manière optimale dans les temps de calcul. Je rejoins la question tout à l'heure sur le maillage. Il y a certainement des choses à améliorer pour avoir des meilleurs temps de calcul et ensuite pouvoir exploiter les données de manière plus automatisée. Et sinon, est-ce que tu peux revenir sur le transparent 31 ? C'est quelque chose que je n'ai pas bien compris, je me suis peut-être assoupli à ce moment-là. Oui, voilà. Comment est-ce que tu définis ton seuil de sévérité ? En fait, c'est un seuil qui est tout à fait arbitraire, dans la mesure où ces 3 échantillons-là, qui sont représentés sur ces graphiques en fonction de la valeur de leur indicateur, ont présenté de manière visible une dégradation majeure, donc liée à leur plastification permanente. Donc cette plastification permanente est une dégradation que l'on ne souhaite pas atteindre, et en fait, on se rend compte que tous ces matériaux, tous ces échantillons sont au-delà d'une certaine valeur des indicateurs. Donc on a supposé qu'en se maintenant en dessous de cette valeur, on puisse se limiter à des états d'endommagement qui soient inférieurs et qui ne soient pas de dégradation majeure. Alors après, j'ai indiqué des valeurs, elles sont arbitraires, effectivement. Je ne sais pas exactement si on est à 180, 185, 150. C'est une observation expérimentale. Ouais. Qu'on peut lier aussi, si on s'intéresse à l'énergie qui a été apportée aux matériaux, pour l'inconel, ici, là, on est en dessous de l'énergie de déformation plastique. Donc il y a aussi ça apporte une information qui est supplémentaire par rapport à l'étude purement théorique du matériau. Voilà. Je pense que je ne vais pas garder la parole plus longtemps, d'autant plus que derrière moi, il y a Gabriel. Le vent de terreur souffle. Je conclurai juste en te félicitant encore vraiment sincèrement pour cet excellent travail. Et puis voilà, je voudrais me dire aussi que je me réjouis de te garder encore quelques mois au labo, puisque donc, tu bénéficies d'un contrat à terre. Donc voilà, on aura encore l'occasion de travailler ensemble. Longtemps possible, j'espère. Merci, Monsieur le Président. Merci bien. Donc après Limoges et Perpignan, on va prendre de la hauteur, et donc à Odéo. Et donc on donne la parole à Gabriel Hollande. J'en ai pour une demi-heure, pour On peut dans ce cas-là aller chercher des sandwichs.
Non, c'est une blague. Bon, je voudrais profiter de cette occasion pour disons, répéter, parce que je n'arrête pas de le dire, très officiellement, la grande chance que nous avons eue de rencontrer les collègues, avant de m'occuper de Yasmine, excuse-moi, je m'occuperai de toi après, les collègues de Limoges, et dire encore une fois que le fait de marier des compétences complémentaires pour un objectif bien défini, c'est toujours extrêmement brillant. On a eu la chance, outre nos thématiques différentes, en termes mathématiques, d'efficacer humainement, parce qu'on peut collaborer avec quelqu'un, mais si humainement il n'y a pas des affinités, on ne va pas loin. Là, ça a été exemplaire. Et donc, je voudrais encore remercier les collègues de Limoges de leur contribution, de leur partage de savoir avec les nôtres, et ce qui a donné un fruit magnifique qui est l'épanouissement, je viendrai sur toi après, de Yasmine et la qualité du travail qui a été présentée aujourd'hui. Je profite aussi de remercier les techniciens de Promesse, et en particulier Emmanuel Guillot, sans les concours desquels on n'aurait pas pu réaliser une expérimentation si, d'abord, comme ça a été dit par Marc, nouvelle, originale et complexe. Donc voilà, ceci étant dit, je vais m'occuper de toi. Mais tout d'abord, sur le plan du travail, ça a été dit, mais j'ai été vraiment 40 ans de soutenance de thèse. C'est une présentation magistrale, ça a été dit par Bernard, mais d'une fluidité, d'une pédagogie, on s'est régalé. Et en plus, c'est un sujet novateur et complexe, mais tu as eu à voir, je ne sais pas combien de nuits de préparation, mais c'est payant parce que c'est magnifique, les présentations. Je vois que côté manuscrit, il y a aussi des compliments du fait que c'est un manuel acoustique qui manque très peu de choses pour le devenir. Donc, vraiment, tu n'as pas failli à ta personnalité, à ta réputation. Et moi, comme Bernard, on s'est connus en 2013. Je te vois encore arriver dans mon bureau, timide, discrète, et je dis, oulala, avec ce qui nous attend, est-ce que ça va marcher? Et tu n'as fait que nous montrer toutes les qualités que tu les sens en toi, et du petit embryon que j'ai connu il y a 4 ans et demi, mais tu es devenu une belle plante, une belle fleur épanouie, fantastique. Je te félicite. Voilà. Je voudrais arrêter là et je vous donne la parole, Monsieur le Président. Merci Gabriel. Merci bien. Donc je vais donner maintenant la parole au directeur et au co-directeur de thèse. Et en premier lieu, donc, à Thierry Chotard. Oui, bah c'est assez difficile de passer après Gabriel sur des choses comme ça, parce que bien sûr, on partage tous les sentiments que lui il a exprimés, puisque je dirais que on lui a fait totalement confiance sur le recrutement, puisque ah oui, il nous a dit j'ai quelqu'un de bien, et donc je vais vous proposer. Merci de la confiance que vous m'avez accordée. Ah mais attends, c'est pas fini, c'est pas fini. J'avais la pression, mais il faut quelqu'un de bon, parce que c'est pas facile ce qu'on va les donner. Bon, maintenant on peut te le dire que c'était pas facile, mais merci de m'avoir accordé la confiance. Je vous ai dit. Comme tu dis, c'est basé sur les relations humaines. C'est ça que je dis. On s'est fait confiance mutuellement. Et c'est ça qui est bien. Moi, je voulais juste aussi, avant de discuter sur ton travail, je voulais juste remercier une personne qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui aurait pu être là, si je ne sais pas exactement. C'est Gilles Flamand. Car Gilles Flamand, ancien directeur du laboratoire, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui à la réunion de démarrage de Sphera. On était avec Emmanuel également. Et c'est une personne qui a toujours cru que cette thèse, c'est-à-dire que ce sujet était un sujet innovant et qu'il irait au bout. C'est-à-dire qu'on aurait des résultats, toujours cru. Et il a cru parce qu'il a cru en la technique.
Et ça, c'est quelque chose de très... Je voulais le remercier pour ça. Donc, si vous le voyez, si tu le vois, Gabriel, tu n'hésiteras pas à... Bon, concernant Yasmine, Yasmine, on ne peut pas dissocier la personne de la professionnelle. C'est-à-dire, les qualités de la personne se répercutent obligatoirement sur son travail, en termes de rigueur, en termes de, comment dirais-je, de curiosité, ce qui est en effet la qualité principale d'un chercheur, parce que même si un chercheur il n'a pas une densité égale sur tous les sujets en termes de science, il est capable de l'acquérir, mais il est capable de l'acquérir parce qu'il est curieux. À partir de ce moment-là, ça explique un petit peu ça explique pourquoi elle a réussi à s'intégrer très facilement dans les deux labos sur deux sujets très différents. Donc ça, c'est quelque chose de remarquable. Alors bon, il y a eu beaucoup d'éloges jusque-là sur Yasmine, sur son comportement, sur son travail, etc. C'est évident, hein, je dirais, ça serait de la banalité que de dire je vais te remercier pour ton travail, pour ta rigueur, etc. Tu sais très bien que je le pense, donc j'ai pas besoin de redire des choses qui sont déjà effectives. Moi, ce que j'ai surtout apprécié chez Yasmine, c'est, je sais pas si on peut parler de ce type, parce que c'est plutôt une qualité, c'est plutôt humain et c'est assez rare parfois, même si on en trouve quand même, c'est sa loyauté. Quand je dis sa loyauté, c'est sa manière de dire ce qu'elle faisait et de faire ce qu'elle disait. Et ça, c'est quelque chose de rare, qui peut s'estomper dans le temps. Et donc à partir de ce moment-là, les rapports sont obligatoirement clairs, nets, précis, et on appelle un chat un chat. Donc ça c'est très bien. Bon, pour revenir sur ce que disait Bernard à propos de l'aspect, comment dirais-je, j'emploierai pas le mot de têtu, mais j'emploierai le mot de difficile à convaincre. Difficile à convaincre, enfin difficile à convaincre. C'est pas sur beaucoup de sujets, c'est sur des détails. Mais c'est souvent les détails qui font la différence. Hein. On avait parlé, rappelle-toi, de mettre des choses au conditionnel. Hein, et là, on voit, compte tenu des questions, qu'on a bien fait de le faire, puisqu'il est indispensable, je pense, comme l'a dit la majorité des gens, d'aller voir à l'intérieur ce qui se passe pour être sûr que ce que l'on avance est vrai. Parce que on n'est pas là pour dire, voilà, c'est comme ça se passe, et puis il n'y a pas de questions, il n'y a pas de... c'est pas la peine de discuter là-dessus. Non, non, on est là pour dire, voilà, ça se passe comme ça, on argumente, etc. Et on dit, là maintenant, comment peut-on faire pour faire mieux? Donc ça, là-dessus, t'en es convaincu, t'as juste pas eu le temps, parce que tu peux pas tout faire. Hein, c'est comme pour tout ce qui est les caractéristiques au choc thermique que tu as soulevé. Oui, bien sûr, le choc thermique, dans ces trucs-là, c'est important, mais c'est pas une autre thèse, mais c'est un développement beaucoup plus important. Et bon, malgré sa grande capacité à reproduire les schémas, vous savez, d'assiettes chinoises où on fait tourner plein d'assiettes en même temps sans qu'il y en ait une qui tombe, et donc ça s'est trouvé ici, elle a quand même que 2 bras. Donc il faut quand même arriver à revenir. Donc moi, bien sûr, je remercie les collègues d'ODIO, en effet, Gabriel, Emmanuel, Gilles, et je remercie aussi celui qui a fait la conception à la fois du système d'acoustique et puis qui a aidé à la conception du système de photomécanique, c'est-à-dire Pascal Mensch, qui aurait voulu venir ici mais il n'a pas pu aujourd'hui pour assister à cette thèse. Et puis bon, moi ce que je peux te dire, compte tenu de ce que tu as montré aujourd'hui, mais qui est tout à fait, je dirais, cohérent par rapport à ce que tu as démontré avant, je pense que tu as une bonne carte à jouer pour le futur. Globalement. Et je te félicite, même si c'est très banal, mais bon, je te le félicite pour tout le travail que tu as fait. Je te remercie de nous avoir apporté autant. Merci. Merci. Merci bien, Thierry. Et donc, on va terminer ce tour de table en donnant la parole donc, à Olivier. Merci, Monsieur le Président. Donc, moi, j'ai la lourde tâche de fermer le banc. Eh bien, je vais tout d'abord remercier les membres du jury de s'être déplacés, certains de loin, certains d'avoir jonglé avec des agendas surchargés.
Mais je voudrais préciser quelque chose, c'est qu'en fait, c'est vrai, voilà, Thierry et moi, on est directeur et co-directeur, ou co-directeur et co-directeur, ou directeur et directeur, j'en sais rien. En tout cas, moi, ce que je voulais préciser, c'est qu'en fait, on a été de toute façon 4 à encadrer. Il y en a 2 qui ont accepté de se mettre en retrait parce que d'un point de vue administratif, il est interdit d'être 4. Donc, je tenais à remercier, en fait, Bernard et Marc de finalement nous avoir un petit peu laissé la place, parce que de toute façon c'était 1 à Perpignan, 1 à Limoges, et pas 2 et 2, c'était pas possible. Donc je rappelle que c'est un travail véritablement qui a été encadré à 4 têtes, et je pense que chacun a pu apporter quelque chose, puisqu'on était 4, et 4 finalement c'est mieux que 2. Voilà. Donc ça c'était une première chose que je voulais dire. Et puis je voudrais aussi remercier la personne en fait sans qui tout ça n'aurait pas été possible au départ, parce que celui qui m'a pour la première fois parlé de vieillissement, eh ben, il est peut-être presque à la retraite, mais il n'est pas vieux, c'est quand même Gabriel, encore une fois. Donc merci Gabriel de nous avoir en fait emmené sur cette voie-là, l'intérêt d'étudier le vieillissement des matériaux, parce qu'effectivement, on se rend compte qu'il y a plein de choses à faire, que c'est très intéressant, et qu'en plus de ça, il y a quand même des synergies à créer un petit peu partout. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près remercié tout le monde, et moi je voulais remercier aussi toutes les personnes qui ont participé de près de loin à cette thèse. Je pense effectivement, donc on va citer Emmanuel Guillot qui en fait signe pour se faire à 2 en disant qu'il n'y a jamais de problème pour les financements. On parle aussi de Pascal Much, mais j'oublie pas Roger Garcia, et j'en oublie peut-être d'autres parce que bon, je connais pas tout le monde. Mais voilà, c'est encore un gros travail, tant d'un point de vue expérimental que d'un point de vue théorique. Donc forcément, il y a plein de choses. C'est pas quelque chose qui peut se faire tout seul. Donc toi, tu es le catalyseur, Yasmine. Mais voilà, il faut penser un petit peu à toutes ces personnes qui ont contribué à mon avis, cette réussite. Donc je vais me tourner un petit peu vers toi. J'ai parlé de plein de gens, maintenant on va parler de toi. Bon, bien évidemment, je vais te remercier, même si tout le monde l'a fait. Mais c'est vrai que t'encadrer, ça a été un vrai plaisir. Bon, et comme en fait on l'a déjà dit, alors il y en a qui disent têtu et tout. Moi je dirais plutôt, je suis content que personne n'ait dit. Pour moi, Yasmine, elle est pugnace. Ouais. C'est-à-dire que voilà, quand elle croit en quelque chose, elle ne va pas lâcher le morceau. Et ça me fait penser à quelqu'un il y a quelques années. Donc moi je suis très content d'avoir encadré quelqu'un qui me fait penser par certains aspects à ce que j'ai pu être quand j'étais doctorant par la suite. Donc non. Donc ensuite, moi ce que je voudrais souligner, effectivement, c'est ton sens expérimental. Moi tu m'as bluffé, si tu veux, quand tu as su en fait voilà t'intéresser à des techniques que tu connaissais pas, et puis d'un coup d'un seul, hop, tu apprends toutes les ficelles de l'acoustique, tu nous expliques ça avec une limpidité rare. Moi j'avoue voilà qu'avoir le sens de l'expérimentation, le sens en fait de la physique qui est caché derrière l'expérimental, c'est quelque chose qui est vraiment remarquable. Donc ça c'est vraiment un point qui est extrêmement important, et aussi voilà cette faculté à écouter et à apprendre en fait des différentes personnes que tu as pu rencontrer. Ça c'est quelque chose effectivement qui est super important. Et moi je note aussi les progrès remarquables que tu as pu faire dans ta façon de présenter les choses, si tu veux. C'est vrai qu'encore une fois, tu n'étais pas toujours d'accord avec la façon dont il fallait présenter, qu'est-ce qu'on mettait en premier, qu'est-ce qu'on mettait en deuxième dans un paragraphe, et finalement, bon, moi quand tu m'as sorti cette présentation la première fois, j'avoue que je me suis dit, ça y est, elle a tout compris, c'est chouette, quoi. Et donc je finirai effectivement, encore une fois, par ce qui a été dit, c'est tes qualités humaines, c'est-à-dire c'est un sourire inaltérable, c'est une bonne humeur communicative, c'est complètement inoxydable. Et je ne crois pas en fait une seule fois t'avoir vu ne pas sourire, je n'ai pas le souvenir. Et pourtant des jours difficiles il y a dû en avoir, on les a, mais ça s'est pas vu. Alors ces jours difficiles, ils ont peut-être été à Limoges parce qu'il y a un climat quand même qui est rude. Non, quand même absolument abominable. On est venu le voir, il faisait froid, il pleuvait. Tu nous disais que tu étais en vélo sous la pluie, mais malgré ça, allez hop, il y a toujours le sourire, il y a toujours. C'est vraiment, écoute, voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important, et je te souhaite tout le succès que tu mérites à l'avenir. Et donc je finirai en te disant que j'ai quand même un regret sur cette présentation. Tu peux remettre le dernier, s'il te plaît? Ah oui. J'aurais bien aimé, en fait, voir un petit peu plus cette photo donc, de Yasmine très satisfaite devant SAF. Alors c'est dommage qu'en fait, en plein milieu, on ait quelque chose. Ah oui, parce que cette photo était quand même extraordinaire. Mais ça symbolise l'effacement du chercheur. Mais j'avoue que c'était satisfait devant cette belle manip. Surtout le fait que les
n'écoute pas. Et voilà, mais bon, elle était là, ça, jusqu'au bout, elle aura gardé ce flou. Voilà, donc écoute, je te félicite pour cette présentation, pour ces 3 ans de travail, et puis j'espère que dans quelques instants, je te féliciterai une fois de plus. Merci beaucoup, Yasmine. Merci, monsieur le président. Donc, merci bien. Ce tour de table se termine. Je vais juste apporter quelques compléments et puis ensuite on va se retirer pour délibérer. D'abord, bravo et puis merci pour cet exposé très clair, pour la qualité du travail, sur la compétence. Puis ça fait toujours plaisir d'entendre effectivement des compliments. Dans notre monde, on en manque peut-être quelquefois. Et donc, à ce point de vue-là, je crois qu'on peut tous être très satisfaits. Et puis ce que j'ai noté aussi, ça me paraît très important, c'est qu'un travail de thèse ou un travail de laboratoire de recherche, c'est un travail collectif. Et finalement, c'est le fait de pouvoir associer des compétences complémentaires qui fait qu'effectivement, eh bien, on atteint la réussite et même quelquefois, et là, dans ce cas-là, il faut s'en féliciter et l'apprécier, l'excellence. Voilà, merci bien. Mesdames, Messieurs, Yasmine, donc c'est avec une réelle émotion et un grand plaisir qu'au nom du jury qui s'est réuni et qui a délibéré longuement, et avec beaucoup de réflexion, donc on a vraiment le plaisir de vous attribuer, ou plutôt de vous délivrer, donc le grade, parce que c'est un grade de docteur de l'Université de Perpignan via Domitia, donc dans la spécialité énergétique et génie des procédés. Et donc félicitations pour le travail qui a été effectué. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup et merci à tous d'être venus et d'être venus si nombreux pour être présents pour mon jury de thèse. Et vous avez déjà remercié tout le monde lors de vos interventions et notamment tous ceux qui ont contribué de près ou de loin, donc je ne vais pas recommencer. Je vous invite tout de suite à venir profiter du pot qu'on vous propose à côté. Et puis on vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. Merci beaucoup.